invité aujourd'hui, Bruno Stisi, qui est l'inspecteur cinéma et musique du rectorat de l'Académie de Nice. Donc, on est très content de vous avoir avec nous. Bruno, c'est un partenariat qu'on a depuis plusieurs années où vous venez à chaque fois faire un mercredi de l'image dans le cadre de cette opération qu'on organise avec les médiathèques de Cannes. Bienvenue, et puis je laisse la parole à Bruno Stisi. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me réjouis de vous savoir face à moi, par écran interposé peut-être, pour aborder Quatre Carmen au cinéma. Je remercie Aurélie pour son introduction, pour sa confiance. Ça fait plusieurs années que j'interviens dans ce cycle de conférences des mercredis de l'image. Et je remercie aussi Julie Solo qui euh, vous permettra de voir tout ce que j'ai préparé pour vous. Alors, ce sont des écrits. Euh, le, la configuration ne permet pas de passer des films. À un moment donné, je me suis permis de capturer quelques photogrammes. Ce sont et je les ai redécoupés de manière à ce que ce ne soient pas des photogrammes, mais que ce soit vraiment des toutes petites captures d'écran, parce qu'il y a quelque chose que j'aurais du mal à vous expliquer, mais on y viendra tout à l'heure. Voilà, je vous propose à Julie d'afficher la première page de manière à ce que je puisse vous présenter le plan de ce que je vais vous exposer. Voilà. Donc, 4 Carmen à l'écran. On verra un petit peu la chronologie des adaptations de Carmen au cinéma, parce que moi, je fais un focus sur 4, mais il y en a eu beaucoup avant, il y en a eu beaucoup après. Ensuite, entre 1983 et 1984, 4, et vous verrez pourquoi je mets une petite parenthèse avec des points de suspension, Carmen au cinéma. Nous étudierons ensuite les scénarios pour chacune de ces Carmen. Nous verrons un petit peu les musiques. Nous verrons les lieux scénographiques du chant et de la musique à l'opéra, les lieux cinématographiques du chant et de la musique pour l'opéra Carmen, en particulier, et chez les cartes Carmen. Euh, je ferai un petit tour par l'origine mythologique de Carmen, et vous verrez que c'est une origine finalement du chant féminin. Puis nous reviendrons sur les quatre Carmen pour nous questionner sur le fait que ce peut être des films sur l'opéra, le théâtre, la danse ou le cinéma. Il est bien sûr pas possible de faire une analyse des quatre films dans un temps aussi restreint, donc je m'attacherai aux apparitions et aux disparitions des quatre Carmen. Et pour finir, je poserai une question qui m'est apparue incontournable à la date où on vit. Quand je me suis intéressé au cas de Carmen à peu près au milieu des années 90, on ne se posait pas ce type de questions. Maintenant, on se la pose. Euh, Ces cas de Carmen-là sont-elles le reflet d'une époque patriarcale? Voilà, merci Julie. Euh, Peut-être la seconde image, la seconde page, Julie, merci. Alors, j'ai demandé à ce que vous soyez, on puisse vous adresser en pièces jointes, enfin voilà, qu'on puisse vous adresser ce document-là. Alors, c'est un petit peu dommage parce que quand il passe en PDF, il y a des jeunes qui sont transformés en bleu. Mais pour vous expliquer le code des couleurs, quand c'est en jaune, c'est un lien hypertexte. C'est-à-dire que si je clique sur Charlot joue Carmen, je vais tomber sur un article Wikipédia. J'ai pris le parti d'être sur Wikipédia, donc je vais tomber sur un article Wikipédia, de la même manière que si je clique sur Charlie Chaplin. Voilà. Donc tout ce qui est en jaune signifie un lien hypertexte. Quand vous avez du bleu foncé, mais malheureusement, il y a eu un mauvais transcodage entre le passage du traitement de texte au PDF. Bon, mais, je verrai si je peux faire mieux. Sinon, il faudra faire comme ceci. Les pays, je me suis amusé à me mettre des couleurs pour les pays. Donc, vous voyez que vous avez pas mal de versions américaines, quelques versions françaises, des versions italiennes, espagnoles, mais on a aussi des versions euh, africaine,
et japonaise. Voilà. Alors, bien sûr, je ne vais pas tout les passer en revue, mais ça vous permet de voir un petit aperçu et de voir que les dates sont soulignées. En 1983, on a deux Carmen. En 1984, on a deux Carmen. C'est mes fameuses quatre Carmen. Voilà. Il y a une date que je n'ai pas soulignée et qui est 84 aussi, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors pourquoi en 1983-1984, de seul coup, on a cinq Carmen, quatre Carmen, on va dire pour l'instant, quatre Carmen qui sont tournés. Pour des raisons tout simplement de propriété intellectuelle. C'est à partir de 82 que les droits sont levés pour Carmen. Alors pourquoi 82? Pourquoi il a fallu avoir autant de temps, sachant que le Carmen de Bizet, de Ludovic Halevi et de Gérard Meillac date de 1875. Mais parce que le droit de la propriété intellectuelle stipule qu'une œuvre demeure la propriété des ayants droit, de celui qui les a qui l'a créé durant 30 ans. Alors d'abord, il faut savoir que Meillac a vécu très longtemps. Je crois qu'il est mort à 91 ans, donc ça fait quand même voilà. Ce qui fait que, excusez-moi, quand il y a plusieurs co-créateurs, c'est la date de la mort du dernier hein, qui compte. Voilà. Donc déjà, si Bizet est mort pratiquement au lendemain de la création de Carmen, Meillac est mort beaucoup plus tard. Donc déjà, le compte est parti très tardivement. Et ensuite, il y a une règle de droit qui stipule qu'en cas de conflit mondial, on rajoute un certain nombre d'années. Et donc, entre le moment où les droits ont commencé à courir et 1982, je crois que c'est l'époque où ça a été levé, eh ben, et vous le savez tous, il y a eu deux conflits mondiaux. Ce qui fait que voilà, on est sur une des pièces dont la durée de vie dans le domaine privé a été la plus longue. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Charlie Chaplin, Cécile DeMille, Raoul Walsh, Lubitsch, Vidor, voilà, Otto Preminger, pourquoi ces gens-là font une Carmen? Alors, il faut une Carmen parce qu'il faut un film sur l'histoire de Carmen. Ils ne reprennent pas la musique de Bizet, ils ne reprennent pas le livret de Meillac et Halevi, sauf Otto Preminger qui se permet cette chose-là. Mais nous sommes aux USA, nous sommes au milieu des années 50. Bon, voilà, les Américains se permettent de filmer une Carmen avec la musique de Bizet. Le livret est traduit en anglais. Mais les Carmen qui sont juste avant sont des Carmen, on raconte l'histoire de Carmen, mais il n'y a pas la musique de Bizet, il n'y a pas le livret de Mia Kalevi. Et donc, il faut attendre 83 pour qu'on puisse avoir quatre Carmen qui vont vraiment s'inspirer de l'opéra. Alors, je vous le présente. Julie, est-ce qu'on peut passer à l'image suivante rapidement? Je les ai mis par ordre chronologique. Donc, la première s'appelle Carmen. On voit mal parce que le titre est passé en bleu. Il faut vraiment que je trouve un moyen de, de garder mes couleurs. Vraiment, c'est en jaune. Carlos Saura est un réalisateur espagnol. La sortie en Espagne est le 6 mai 83. C'est un film tourné en intérieur surtout, dans des studios de danse. Et c'est pas tellement un film opératique, vous verrez un petit peu plus tard quand je vais y revenir. C'est plutôt un film sur le flamenco. Alors il faut savoir que euh, Carlos Saura a longuement travaillé sur des documentaires un petit peu fictionnisés, avec de la fiction en tout cas, sur le flamenco et notamment il a filmé des performances de Antonio Gades et, mais voilà en 83 les droits sont levés et il décide de faire un Carmen. Alors, quand je dis qu'il a filmé des spectacles d'Antonio Gades, justement, il a filmé des spectacles de Carmen, puisque Antonio Gades montait des spectacles de Carmen. Voilà.
La musique, bien sûr, de Georges Bizet, mais on a aussi un célèbre guitariste de flamenca qui s'appelle Paco de Lucia. Les chorégraphies sont bien sûr d'Antonio Gades, un petit peu de Carlos Saura. Et c'est Laura Del Sol qui incarne Carmen. Voilà. C'est un petit peu l'histoire d'un spectacle qui est en train de se monter où celui qui en est le maître d'œuvre tombe amoureux de son héroïne et, comme c'est Carmen, finit par la tuer. Merci Julie, on peut passer à la feuille suivante. Nous sommes maintenant avec Peter Brook et c'est la tragédie de Carmen. Alors la tragédie de Carmen, a aussi une histoire théâtrale, une histoire sur scène avant d'être cinématographique, puisque pendant 2 ans, entre 1981 et 1982, Peter Brook et sa troupe donnent la tragédie de Carmen au théâtre des Bouffes du Nord. C'est très, très particulier parce qu'à ce moment-là, il était victime d'un incendie et finalement, ils choisissent de garder le lieu en état. C'est noir, on voit les traces des brûlures, le velours rouge a disparu. Et donc, c'est un lieu assez apocalyptique. Et Peter Brook décide de garder le lieu tel quel. Et donc, offre une Carmen très dépouillée et très, très particulière parce que vous le voyez dans les chanteuses qui incarnent Carmen, vous voyez qu'il y a marqué Carmen 1, Carmen 2, Carmen 3, pareil pour les Don José, Michaela, il y en a deux. Et en fait, voilà, il y a une alternance, une espèce de rotation c'est pas chaque soir, voilà, il y a une distribution qui est un petit peu différente. Et quand Peter Brook tourne le film, et ben en fait, il tourne 3 films avec 3 distributions différentes. Alors sur YouTube, dans la fiche de lien que j'ai adressée sur YouTube, je vous ai donné les trois versions. Et on voit que il y a pas mal de plans, tous les plans qui sont des plans de décor, des plans au début, on voit passer un pantalon masculin avec un seau d'eau, puis le bonhomme jette le seau d'eau. Bon, mais ce plan-là, comme on ne montre pas de visage, c'est le même plan qui va servir pour les 3 films. Donc, quand on montre les visages, on a 3 films différents. Et quand on montre des plans sans visage, l'économie cinématographique veut qu'on ait gardé le même plan pour les films. Et donc, il y a tout un travail de montage comme ça qui est assez rigolo à voir. Voilà, donc, trois films qui sont en même temps et dans certaines villes, dans telle salle, vous aviez le premier, dans telle autre salle, vous aviez le second, dans telle autre salle, vous aviez le troisième. Voilà. La télévision a diffusé les 3, je crois en 1985, et YouTube, parce que ce qu'on a sur YouTube aujourd'hui, ce sont les 3 versions que la télévision a diffusées. Alors, ce n'est pas de la grande qualité, mais ça permet de voir trois incarnations de Carmen. Voilà. Alors, je n'ai peut-être pas précisé, excusez-moi, je suis parti du postulat que tout le monde connaît Carmen, mais je vais quand même faire ici une petite parenthèse. Bon, Carmen, je ne la présente pas, c'est une bohémienne. La plupart du temps, elle fabrique des cigares. Elle séduit un soldat, Don José, qui n'est pas vraiment fiancé, mais bon, là, il y a quelqu'un dans son cœur, et ce quelqu'un, c'est Michaela. Donc, Don José est parti de son village. Apparemment, il a dû se battre un petit peu trop violemment, donc il a dû quitter son village. Il a quitté sa Navarre. On ne sait pas trop s'il est navarrais ou parfois on dit qu'il est aussi basque. Et il est venu au fin fond de l'Espagne, en Andalousie. Il s'est fait soldat et pour les beaux yeux de Carmen, il va finir par déserter et devenir contrebandier. Voilà. Merci Julie. Est-ce qu'on peut passer à la suivante? Prénom Carmen, c'est le titre du film de Jean-Luc Godard, tourné à Paris, en extérieur, dans des cafés, à l'hôtel, à l'hôpital. Alors là, le scénario n'est pas du tout basé sur le travail de Meilhac et Lévy, mais c'est Anne-Marie Miéville qui est à ce moment-là
la compagne et la scénariste de Jean-Luc Godard. La musique n'est pas de Bizet, mais elle est de Beethoven. Jean-Luc Godard, je vous montrerai un petit peu plus loin et plus tard dans la conférence quel sort il réserve à la musique de Bizet. Et c'est Marushka Denders qui incarne Carmen. Alors pourquoi Carmen X? Même s'il y a quelques scènes de nu dans le prénom Carmen de Godard, c'est pas du tout un film X, mais comme si Carmen était née sous X, voilà. Prénom Carmen, on connaît son prénom, mais on ne connaît pas son nom. Vous avez Don José qui est transformé en Joseph. Vous avez Claire qui incarnera Michaela et qui d'ailleurs incarnera dans le film suivant de Godard Marie. Et vous avez, peut-être pour la première fois et avec autant de, de présence, le cinéaste Jean-Luc Godard. Il y a aussi une petite apparition de Jean-Pierre Mocky. Voilà. Et donc là, il ne s'agit pas du tout de raconter l'histoire de Carmen telle que la raconte Mérimée, Bizet, mais c'est plutôt une histoire à la Godard, c'est-à-dire on va tourner un film. Carmen, elle fait en sorte que son oncle lui prête sa maison au prétexte d'y tourner un film. En fait, ils veulent faire un rapt, ils veulent faire oui, un rapt, hein, embarquer quelqu'un et pour lui obtenir son assentiment, elle lui raconte qu'elle fait un film et que s'il veut bien, lui, il pourra aussi tourner le film. Voilà. Donc, c'est aussi un film sur le cinéma. Merci Julie pour la prochaine feuille. Nous revenons avec le titre uniquement éponyme Carmen. Je pense que c'est le film que tout le monde connaît, le film de Francesco Rossi. Le dernier chronologiquement, quoique, vous allez voir que je vous réserve une petite surprise. Bon, je ne le présente pas trop parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Peut-être juste de dire que là, quand même, nous sommes vraiment sur le livret de Ludovic Halévy et tout à l'heure, je dis Gérard, mais c'est Henri Meillac. Je savais en disant Gérard que je faisais une erreur, mais c'est bien Henri Meillac. La musique est bien de Georges Bizet et sont crédités l'Orchestre national de France, le chœur de Radio France pour les chœurs d'adultes, la maîtrise de Radio France pour les chœurs des enfants, parce qu'il y a un chœur d'enfants dans Carmen, et c'est Laurine Mazel, célèbre chef d'orchestre, qui dirige. Voilà. L'inénarrable et inoubliable Julia Migenes Johnson incarne Carmen et le non moins célèbre Placido Domingo incarne Don José. J'ai oublié tout à l'heure un personnage qui est important, c'est Escamillo, le torero, et ici c'est Ruggiero Raimondi qui incarne Escamillo. Il avait incarné quelques années auparavant Don Giovanni euh, dans la réalisation cinématographique. Merci Julie pour le suivant. Alors, voilà. Vous savez très bien que chez Dumas, les trois mousquetaires étaient quatre. Et bien, dans ma présentation, si je veux respecter vraiment ce qui s'est passé d'un point de vue factuel, les quatre Carmen ont été cinq. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi, le 28 août 1984, une sortie d'une cinquième Carmen, Carmen Prohibita, Carmen nue, d'un certain Albert Lopez. Alors, vous voyez que pour Albert Lopez, j'ai pas mis de jaune, non pas j'ai une attitude négative avec lui, mais il n'y a rien, il y a rien sur ce cinéaste sur Internet. En tout cas, moi, je n'ai rien trouvé, donc je n'ai pas trouvé de page digne de ce nom pour vous donner envie de savoir qui est ce monsieur. Pour ceux qui auraient pu avoir le temps de le regarder ou ceux qui le regarderont, bon, il est classé comme un Carmen érotique. Bon, écoutez, oui, on voit quelques scènes de nu. Je pense, pour ma part, que les scènes de nu du prénom Carmen sont peut-être plus érotiques que les scènes de nu de Carmen Prohibita. Voilà. Et bon, c'est un nanar, quoi. Voilà, c'est un nanar. Et je vais vous lire l'avis de la critique. Euh,
Enfoncer aussi Saura et les autres, la voilà la seule, la vraie Carmen qu'il vous faut. Les acteurs ressemblent à des figurants, les figurants à des potiches, les dialogues sont en béton, les décors sont cradingues, la caméra est paralysée et par moments, on se demande s'il y a quelque chose sur la pellicule. Voilà, voilà ce qu'on peut trouver dans le téléciné vidéo de mars 1985. Alors, je trouve ça un petit peu méchant, mais en même temps, voilà, une critique est faite pour prendre des positions tranchées. Et cette position-là, en plus, on peut la vérifier parce qu'il y a tout un passage où c'est tellement sombre qu'on se demande vraiment s'il y a quelque chose sur la pellicule. Voilà. Donc, je ne pouvais pas faire moins que de vous présenter cette cinquième Carmen. Je n'en parlerai plus. Elle n'a aucun intérêt, si ce n'est d'avoir cohabité avec les quatre autres. Merci, Julie. Alors, très rapidement, hein, je reviens sur les musiques. Le Carmen de Rossi. Alors maintenant, je ne vais plus les prendre dans l'ordre chronologique, je vais les prendre dans des ordres différents en fonction du sujet que je veux traiter. Et là, par exemple, on part du plus proche de Georges Bizet et on s'éloigne au fur et à mesure. Donc, le Carmen de Francesco Rossi, c'est carrément l'opéra hein, de Bizet, Meilhac et Lévy. La tragédie de Carmen, c'est l'opéra, le même opéra, mais qui est remanié dans le sens où il est d'abord raccourci et où euh, les musiques euh, changent de place. Par exemple, la première musique qui introduit le personnage de Carmen n'est pas du tout la habanera, comme on trouve dans l'opéra. C'est un air qui arrivera beaucoup plus tard et qui d'ailleurs n'est pas chanté en ce moment-là, il est juste joué à l'orchestre, c'est l'air des cartes. Voilà. Donc, Peter Brook et Marius Constant, qui est le musicien, le compositeur, chef d'orchestre, remanie complètement la musique et parfois un petit peu donc du coup le livret. Voilà. Donc c'est une adaptation très très libre, épurée je dirais, et tragique. Ils font pas ça pour le plaisir. L'idée de Peter Brook, c'est de faire de cette Carmen une vraie tragédie, d'où le titre. Le Carmen de Saura donne à entendre quelques musiques de Bizet, mais elles sont toujours enregistrées, elles sont diffusées. Donc, on voit Antonio Gades qui écoute, enfin, qui met un magnétophone en marche et on écoute la musique de Bizet, mais personne ne la chante, personne ne la joue. En revanche, on a l'excellent Paco de Lucia qui, notamment, à un certain moment, va faire une adaptation des remparts de Séville, la fameuse Séguédille. Voilà. Et pour le prénom Carmen de Godard, on s'éloigne définitivement euh, de l'opéra avec le scénario d'Anne-Marie Miéville. Alors, j'ai mis le scénario en jaune parce que quand vous cliquerez dessus, vous aurez accès à une interview de Anne-Marie Miéville et Jean-Luc Godard sur justement ce qui a précédé le scénario. Le Anne-Marie Miéville, là vous aurez la page Anne-Marie Miéville sur Wikipédia. Voilà, donc musique de Ludwig Beethoven est enregistrée et jouée en direct par le Quatuor Prat. C'est un quatuor qui existe au début des années 80. Merci Julie. Alors peut-être que là, oui, on va encore le garder. Maintenant que je vous ai fait une présentation, alors elle n'est pas exhaustive, mais je vais vous donner quand même des éléments pour pouvoir identifier ce qui constitue chacune des quatre Carmen. Je vais passer, si vous voulez, à un second grand chapitre, c'est l'étude des lieux scénographique du chant et de la musique à l'opéra. Peut-être, Julie, revenez sur moi et gardez cette page en mémoire le temps que j'introduise la chose. Voilà. Euh, à l'opéra, tout le monde conviendra que l'on chante. L'on y chante par convention. C'est-à-dire que c'est un théâtre dans lequel, au lieu de parler,
on chante. Mais si vous êtes amateur d'opéra, si vous avez eu l'occasion d'en voir en vrai ou en vidéo, vous comprenez bien que c'est une convention et que, en fait, les gens parlent. Voilà. Mais par convention, ils chantent. Alors, je ne vais pas faire tout l'historique parce que ça serait beaucoup trop long, mais sachez quand même que l'opéra est né, on va dire, en, en 1600. C'est très, très, très pratique d'avoir cette date-là. Alors, ça se discute, les musicologues le discutent, mais on va dire pour nous qu'il est né en 1600 et il est né d'un cénacle d'intellectuels et d'artistes italiens qui veulent retrouver la tragédie grecque, qui se rendent compte que dans la tragédie grecque, on chante, c'est pas que du théâtre, qu'il y a aussi de la musique et euh, croisant les textes grecs et latins, mais ils inventent l'opéra. Voilà. Ils ne retrouvent pas la tragédie grecque, ils sont un petit peu trompés, mais ils inventent l'opéra. Donc c'est vraiment quelque chose qui naît, hein, voilà, c'est pas une filiation de quelque chose qui préexistait avant. Ça naît pratiquement in extenso euh, et, euh, et se pose immédiatement la question du chant. C'est-à-dire que si je fais chanter mes personnages et qu'à un moment donné, ils chantent vraiment, comment je vais différencier ce chant de la narration du chant qui a eu lieu jusqu'à présent? Et c'est une question d'autant plus importante que les premiers opéras ont comme héros Orphée. Or, Orphée chante. Comment différencier le chant d'Orphée quand il chante euh, vraiment, hein, qu'il est devant le Styx et qu'il est en train de charmer Caron pour pouvoir traverser le Styx? Comment différencier ce chant-là de toutes les autres notes chantées par le même Orphée alors qu'il était en train de, entre guillemets, parler? Voilà. Cette question-là va être récurrente et bien sûr à l'opéra, mais aussi au cinéma. Julie, si on peut avoir donc à nouveau la, la, la page voilà, Donc, lieu Bruno, juste scénographique. en Oui, attendant, quand vous reviendrez sur une page normale, dans le chat, en fait, il y a un petit onglet discussion. Julie a oui. partagé les documents, hein, vous D'accord, très bien. pour plus Super, tard, voilà, pour les. super. Très, très bien. C'est une excellente initiative. Merci, Julie. Comme je vous disais, dans la convention opératique, l'orchestre est dans la fosse. Hein, alors, bien sûr, dans les premières représentations, il n'y a peut-être pas de véritable fosse, mais on va dire que de nos jours, la fosse est le lieu de l'orchestre qui est sous la scène et les, les, les personnages lyriques parlent, je l'ai mis en italique, en chantant. Il y a le cas aussi où on a une musique de fosse, c'est toujours l'orchestre qui joue, et le personnage chante. Et je vous ai donné comme exemple celui de Faust de Gounod, où Faust, à un moment donné, dans une taverne, félicite ses compagnons de beuverie d'avoir si bien chanté. Et il leur dit, mais moi aussi, je vais vous chanter. Et donc, il chante une puce gentille chez un prince logé. Voilà. Il chante vraiment, mais il y a aucune différence. C'est-à-dire que le son de l'orchestre est le même. Il n'y a pas de musicien sur scène. Voilà. Mais le livret a pris la précaution de prévenir tout le monde que Faust allait chanter. Voilà. Donc, c'est un cas de chant où la musique est dans la fosse et le chant est devenu diégétique. Puis, vous avez des cas un petit peu inverses, où vous avez des musiques sur scène et le chant est dans la convention opératique la plus normale. Alors, j'ai pris deux exemples dans Don Giovanni. Dans Don Giovanni, il y a un bal. Voilà, donc, Don Giovanni a invité Zerline, qu'il veut séduire. Zerline se marie, et donc il lui dit plutôt que de te marier dans ton coin, viens dans mon grand palais. Et donc, il a convié tout le monde et il offre un bal. Voilà. On a des musiciens sur scène. Dans la plupart des productions, on voit les musiciens sur scène, mais le chant continue à être un chant opératique. Personne n'est en train vraiment de chanter. Voilà. Donc les personnages chanteurs parlent en chantant. Et dans le dîner final, dans la cena,
juste avant que n'arrive le commandeur qui va emporter Don Giovanni aux enfers, et ben, Don Giovanni dîne en musique et il y a un orchestre qui joue d'ailleurs des airs de Mozart, ça c'est excellent. L'orchestre joue des airs de Mozart, c'est la radio avant l'heure, et donc Don Giovanni dîne en chantant, mais en fait il ne pousse pas la chansonnette, il parle en chantant. Voilà. Dernier cas, musique de scène, donc là à nouveau on a euh, une musique qui est sur scène et un chant diégétique. Et là, je vous ai donné le second opéra, c'est la Favola di Orfeo de Monteverdi. Et donc, le fameux exemple que je donnais tout à l'heure, quand Orphée veut traverser le Styx, il faut qu'il puisse séduire, endormir quelque part Caron. Et donc, il va chanter vraiment un chant qui s'appelle Possente Spirito. Et donc là, on a toute une instrumentation très particulière qui est mise en œuvre par Monteverdi, et notamment l'usage de la harpe. Et on sait très bien que quand Orphée chante, il s'accompagne d'une lyre. Euh, on a donc ici musique, si vous voulez, diégétique et chant diégétique. Merci Julie pour la page précédente. Euh, alors, j'ai fait exactement la même chose pour Carmen. Et donc, la Seguedì près des remparts de Séville ou la chanson bohème, on est bien sur des moments où Carmen chante. Voilà, c'est festif, on chante. Euh, la Seguedì, c'est une chanson de séduction, de provocation, je dirais peut-être plutôt, que Carmen chante pour Don José. Mais la musique reste une musique de fosse. Et Chanson bohème est une chanson que chantent toutes les personnes qui sont en train de boire dans la taverne de Lilla Spacia. Et on chante parce qu'on chante, voilà. Mais la musique reste de fosse. Vous retiendrez très bien, enfin, vous retenez s'il vous plaît, peut-être, que près des remparts de Séville, la Seguedille, Carmen chante vraiment et que Don José ne comprend pas qu'elle chante. Et il va lui dire, en chantant, il va lui dire ceci, tais-toi, je t'avais dit de ne pas me parler. Et elle lui répond, je ne te parle pas, je chante pour moi-même. Voilà. Et donc, retenez que Don José ne sait pas très bien où habiter quand il y a un chant, il ne sait pas du tout si c'est un vrai chant, si elle parle, si elle chante, etc., etc. Le cœur des gamins. Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà. Cette fameuse chanson euh, des gamins. Musique de scène, parce que c'est vraiment Alors, musique de scène, excusez-moi, c'est particulier. Musique de scène au tout début, parce que vous avez une trompette qui sonne, une espèce de sonnerie militaire. Voilà, vous avez une trompette comme ça. Et petit à petit, la musique va revenir dans la fosse par l'écriture de Bizet, avec d'abord des flûtes, alors des flûtes, des fifres, ça peut être encore une musique un petit peu militaire, mais quand arrivent les violons, on est bien dans la fosse, et vous avez les gamins qui chantent, et la musique qui de scène est devenue musique de fosse. Et dernier cas, musique de scène et chant diégétique, Carmen, pratiquement à la fin de l'opéra, veut essayer de récupérer euh, Don José, qui est fâché après elle, et elle lui propose de danser en son honneur. Alors, elle danse, elle chante, elle joue des castagnettes, et on est bien sûr, alors, à cause des castagnettes, sur une musique de scène, un chant diégétique, et là aussi, Don José ne comprend pas qu'elle chante. Merci Julie, on passe à la suivante. Voilà. Alors, excusez-moi, peut-être Julie, vous me remettez moi en image, vous gardez celle-ci en mémoire. Non, non, gardez Carmen origine mythologique, voilà, mais rebasculez sur moi, merci beaucoup.
Voilà, j'espère que c'est moi qui apparaît parce que je vois l'écran jaune pour toi, Aurélie. Euh, donc, cette histoire de, euh, de lieux, des lieux musicaux, des lieux de la musique à l'opéra se retrouve bien sûr au cinéma, dans le sens où c'est la caméra qui va jouer le rôle de la fosse. C'est-à-dire que si dans le champ de la caméra, on voit le dispositif musical, les instruments, les chanteurs, on va dire que nous sommes dans musique de chant, chant avec un MP1, ou bien musique diégétique, ou bien musique in, parce qu'elle est dans le champ de la caméra. Quand la caméra montre autre chose, là par exemple, voilà, si la caméra bouge et que je disparais, vous continuez à m'entendre, bien sûr, mais je ne suis plus dans, dans la caméra et pourtant le temps de la conférence continue et je suis dans le out. Et donc, on va avoir des musiques qui peuvent être dans le lieu du out parce que elles continuent à se dérouler, mais elles ne sont plus dans le champ de la caméra. Et puis, si jamais on avait les droits, j'aurais pu me taire à un moment donné et vous faire passer une musique qui n'était pas jouée en direct, hein, qui aurait été enregistrée, qui était dans un autre lieu, dans un autre temps, et ça serait une musique off. Euh, on a une autre manière de le concevoir. Là, je parle peut-être davantage pour les élèves. Une musique in et out, elle est perçue par le spectateur et par les personnages. Une musique out, excusez-moi, une musique off, elle n'est perçue que par les seuls spectateurs, un petit peu comme une voix. Hein. Une voix in et une voix out, elle est perçue par les personnages et par les spectateurs. Une voix off, elle n'est perçue que par les seuls spectateurs. Alors, je voudrais maintenant euh, travailler avec vous sur l'origine de Carmen. Euh, on dit très souvent, je suppose d'ailleurs qu'on l'enseigne, que l'origine de Carmen euh, provient de la nouvelle de Mérimée. Moi-même, je pense que c'est ce qu'on a dû me dire, on a dû me l'enseigner, je l'ai appris, jusqu'à ce que je découvre autre chose, euh, une autre origine, par le biais d'un livre que j'adore, qui s'appelle Le Tir instruit de Michel Serres. Et c'est Michel Serres qui m'a permis de comprendre qu'il y avait une origine beaucoup plus antique, lointaine de Carmen et qu'il fallait remonter à Tite-Live. Alors, je suis un très mauvais lecteur, c'est pour ça que je vais demander à euh, Julie de remettre les textes. Je vais vous les lire, mais peut-être que c'est mieux que vous les ayez un petit peu sous les yeux. Alors, peut-être pas celui-ci, quoique si, excusez-moi, attendez, voyons. Oui, c'est ça. Alors, voilà le texte de Mérimée. On garde celui-ci, Julie, on garde celui-ci, je vous prie, merci. Voilà. Et donc, c'est Mérimée qui parle. Toujours pareil, comme vous avez du jaune, ce sont des liens hypertextes qui vous amèneront notamment sur des pages Wikipédia. Mérimée raconte ceci. En introduction, pratiquement, ce sont les premières lignes de la nouvelle Carmen. J'avais toujours soupçonné les géographes de ne savoir ce qu'ils disent lorsqu'ils placent le champ de bataille de Munda dans le pays des Batusli Feni, près de la moderne Monda, à quelques 2 lieues au nord de Marbella. D'après mes propres conjectures sur le texte de l'anonyme, auteur du Bellum Hispaniense, et quelques renseignements recueillis dans l'excellente bibliothèque du duc d'Osuna, je pensais qu'il fallait chercher aux environs de Montilla le lieu mémorable, c'est-à-dire le lieu de la bataille de Munta, le lieu mémorable où, pour la dernière fois, César joua qui tout double contre les champions de la République. Alors, je m'arrête parce que il faut savoir que Mérimée est un historien, est un archéologue et donc est aussi un écrivain. Et donc quelque part, il se met en scène ici, on va dire escalité, hein, bien sûr de narrateur, mais surtout escalité d'historien et d'archéologue.
Me trouvant, donc il parle toujours bien de lui, me trouvant en Andalousie au commencement de l'automne de 1930, je fis une assez longue excursion pour éclaircir les doutes qui me restaient encore. Un mémoire que je publierai prochainement ne laissera plus, je l'espère, aucune incertitude dans l'esprit de tous les archéologues de bonne foi. Donc on est bien là, le narrateur archéologue. En attendant que ma dissertation résolve enfin le problème géographique qui tient toute l'Europe savante en suspense, je veux vous raconter une petite histoire. Elle ne préjuge rien sur l'intéressante question de l'emplacement de Munda. Alors, c'est pas exactement vrai, comme je vous le montrerai d'ici quelques minutes. J'avais loué à Cordoue un guide et deux chevaux et m'étais mis en campagne avec les commentaires de César et quelques chemises pour tout bagage. Certains jours, errant dans la partie élevée de la plaine de Catchena, arrêté de fatigue, mourant de soif, brûlé par un soleil de plomb, je donnais au diable de bon cœur César et les fils de Pompée, lorsque j'aperçus, assez loin du sentier que je suivais, une petite pelouse verte parsemée de joncs et de roseaux. Cela m'annonçait le voisinage d'une source. En effet, en m'approchant, je vis que la prétendue pelouse était un marécage où se perdait un ruisseau, sortant, comme il semblait, d'une gorge étroite entre deux hauts contreforts de la Sierra de Cabra. J'en conclus qu'en remontant, je trouverais de l'eau plus fraîche, moins de sangsues et de grenouilles, et peut-être un peu d'ombre au milieu des rochers. À l'entrée de la gorge, mon cheval hennit. Gardez bien ça en tête. Cette histoire de cheval et de hennissement. À l'entrée de la gorge, mon cheval hennit et un autre cheval que je ne voyais pas lui répondit aussitôt. À peine je fais une centaine de pas que la gorge, s'élargissant tout à coup, me montra une espèce de cirque naturel parfaitement branché par la hauteur des escarpements qui l'entouraient. Il était impossible de rencontrer un lieu qui promit aux voyageurs une halte plus agréable. Au pied des rochers à pic, la source s'élançait en bouillonnant et tombait dans un petit bassin tapissé de sable blanc, comme la neige. 5 à 6 beaux chênes verts, toujours à l'abri du vent et rafraîchis par la source, s'élevaient sur ses bords et la couvraient de leur épais ombrage. Enfin, tout autour du bassin, une herbe fine, lustrée, offrait un lit meilleur qu'on n'en eût trouvé dans aucune auberge à 10 lieues la ronde. À moi n'appartenait pas l'honneur d'avoir découvert un si beau lieu, un homme s'y opposait déjà et sans doute dormait lorsque j'y pénétrai. Réveillé par les hennissements, gardez toujours bien ça en mémoire, il s'était levé et s'était rapproché de son cheval qui avait profité du sommeil de son maître pour faire un bon repas de l'herbe aux environs. C'était un jeune gaillard de taille moyenne, mais d'apparence robuste, au regard sombre et fier. Son teint, qui avait pu être beau, était devenu, par l'action du soleil, plus foncé que ses cheveux. D'une main, il tenait le licol de sa monture et de l'autre, une espingole de cuivre. Si vous avez travaillé dans votre scolarité la nouvelle de Mérimée, vous avez reconnu que, enfin, le passage introductif, et vous savez que ce robuste gaillard avec l'espingole de cuivre, c'est-à-dire une espèce de tromblon, hein, une espèce de fusil assez archaïque, est Don José. Donc, l'histoire de Carmen dans la nouvelle de Mérimée commence par la rencontre entre le narrateur et Don José. D'accord? Ok. Donc, vous pourrez croire que, en effet, nous avons là l'origine euh, de Carmen. Voici ce que écrit Michel Serres. Ah, vous voyez, j'ai marqué Michel Dinon. Il faudra que je revienne un petit peu sur mon document. C'est Michel Serres Dinon, bien sûr. Au sujet de l'archéologue qui semble parcourir le pays andalou sur les rives du Guadalajara, Michel Serres écrit ceci dans le tir inscrit. Je le prends la main dans le sac. Menteur. Vous voyez, il traite Mérimée de menteur. Menteur. Moi aussi, je sais la géographie. Alors, je coupe un petit peu. Il tutoie Mérimée. Tu prétends raconter une histoire alors que je peux te montrer que tu transcris un manuscrit. Voilà le propos de Michel Serres, de nous montrer que Mérimée n'a rien inventé et vous allez voir un petit peu comment il le démontre. Mérimée nous joue-t-il le même tour que Tite-Live, qui, remontant vers les fondations de Rome, découvre soudain
sur une même et douce pelouse, Hercule soi-même, endormi, pendant que paît le troupeau qu'il a volé à Gérion après l'avoir tué. Voleur, meurtrier, comme lui assoupi. Lui, c'est Hercule. Hein. Près de la source que découvre Mérimée, Don José garde une espingole non loin de la mer, de la main, comme auprès d'Hercule gisait la massue, pendant que les chevaux c'est pour Mérimée, le long de la gorge navale, se répondent par hennissement, appels insensés qui reprennent en écho les mugissements des bœufs de Tite-Live. Étrangement, un semblable tableau se déploie en amont, au commencement de deux histoires, semblablement romaines. C'est vrai que je disais tout à l'heure que j'émettais un petit peu de doute sur le fait que le, le, la situation de Ronda était anecdotique. Situé Ronda, c'est situé Jules César, et situé Jules César, c'est bien situé Rome. Donc, pour Michel Serres, les deux histoires sont semblablement romaines. À l'assassin, Évandre, donc Évandre, c'est le narrateur de Tite-Live, reconnaît la divinité d'Hercule et substitue un dieu au bandit. Alors, on n'a pas arrêté Hercule, tout le monde voulait l'arrêter, mais Évandre reconnaît Hercule et décide de lui offrir un banquet et de sacrifier un bœuf sur l'autel à son honneur. Mérimée, lui, substitue un héros. Le récit nous apprendra l'identité de la victime de Don José, et c'est là que c'est très intéressant. La victime de Don José, vous le savez tous, c'est Carmen, ou Carmencita, ou Carmenta. Or, et vendre à peau maigre ou pour femme, vous savez souvent que c'est difficile de faire la part des choses entre plusieurs récits, et la mère ou la femme des vendre s'appelle Carmenta. Sommes-nous parvenus à la source commune demande Michel Serres. Oui, cherchez la femme. Si Évandre a inventé l'écriture, Carmenta chante magiquement. Alors, je vous ai mis en dessous le texte de Tite-Live. Je ne vais pas le lire, vous le lirez et vous verrez bien en comparant le texte de Tite-Live à quel point Mérimée s'en est inspiré. Et donc que l'origine de Carmen n'est pas celle d'un écrivain du 19e siècle, mais celle d'un écrivain antique, un écrivain romain antique. Alors, il y a bien sûr un côté érudition qui est intéressant d'avoir, qui est toujours intéressant d'avoir, mais il y a surtout, merci Julie de revenir sur moi, mais il y a surtout le fait que euh, Carmen, euh, euh, le Carmen la Carmenta, plutôt, excusez-moi, la Carmenta de Tite-Live nous donne une clé pour comprendre Carmen. C'est une femme qui chante magiquement. Sa voix a quelque chose d'extraordinaire. On pourrait presque dire, j'exagère, mais on pourrait presque dire que c'est Orphée au féminin. Alors, elle n'a pas les pouvoirs d'Orphée, mais en tout cas, quand elle chante, sa voix ne laisse pas insensible. Et euh, vous avez pu voir que quand Carmen chante, elle ne laisse pas insensible, en tout cas, elle ne laisse pas insensible Don José, puisque dans l'opéra de Bizet, elle le séduit par le chant. Alors, Julie, si on peut aller sur 2, 3 pages plus loin, les 4 Carmen, films sur l'opéra, le théâtre, la danse ou le cinéma. Voilà, merci. Alors, j'estime que euh, 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 certains de ces 4 films vont se focaliser sur l'opéra, d'autres sur le théâtre, d'autres sur la danse et d'autres sur le cinéma. Euh, le Carmen de Rossi est bien sûr le film sur le cinéma. Euh, à mon avis, alors je n'ai jamais regardé avec la partition en main, mais je ne pense pas qu'il y ait un raccourci. Je ne pense pas qu'on ait pris des libertés avec le livret, la musique. Donc, on est sur l'opéra. Alors, je ne sais pas l'opéra filmé, hein, mais on est sur une adaptation cinématographique de l'opéra où le livret et la musique sont
absolument respectée. En dehors du fait qu'il y a du bruit. Voilà. Dans le Carmen de Rossi, on a des chevaux, on a ça piaille, les gamins qui jouent, voilà. Ce qui est inacceptable à l'opéra, c'est-à-dire la présence de bruit, est introduit ici. Voilà. Donc, on n'a pas d'irrespect quant à la lettre, mais on a une sorte d'irrespect quant au sonore. Les chanteurs chantent en playback, hein, tout simplement parce que, alors, chantent-ils vraiment en playback ou vont-ils un petit peu chanter mais sotto voce, hein, à mi-voix? euh, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, la voix que l'on entend, c'est pas la voix de la prise de vue. Voilà. Il semble bien que Rossi soit embarrassé par les chœurs. Si vous regardez la Banera, les chœurs répondent à Carmen. Hein, euh, qu'est-ce qu'ils lui disent? Je ne me rappelle plus ce qu'ils lui disent. Enfin, en tout cas, ils répondent sur le prends garde à toi et commente un petit peu son, euh, son manifeste. Hein, si vous regardez attentivement, aucun des figurants ne chante. Donc, comme si Rossi avait été un petit peu embarrassé par ses chœurs, qui ne miment donc pas le chant. Et il est aussi embarrassé par les solistes, qui sont beaucoup filmés de dos, de côté, enfin voilà. Un petit peu comme si le jeu, les mimiques des solistes, et notamment celle de Placido Domingo, étaient inadaptées aux exigences du 7e art et du gros plan. Euh, il y a aussi, je reprends ce que je dis tout à l'heure sur les lieux de la musique, qui est une problématique de l'opéra. Carmen et José ne peuvent pas se comprendre. Euh, et c'est un problème qui est à l'origine de l'opéra, puisque quand on chante, on modifie, quand on chante en tout cas des notes très aiguës, quand on étire un mot pour faire une longue vocalise et que le mot qui devait durer une demi-seconde dure de seul coup 20 secondes, on perd le sens. Et donc, euh, tout le jeu opératique, c'est de jouer avec le sens. On ne comprend pas, on n'a pas compris, mais on rattrape l'idée un petit peu plus loin. Et donc, il y a la mémoire qui joue. La mémoire ne suit pas le discours comme votre intelligence suit mon discours au fur et à mesure. Imaginez qu'à un moment donné, je m'arrête et que je fasse une longue vocalise sur un mot. Vous seriez obligé d'attendre que j'ai fini ma vocalise pour avoir la suite du sens qui arrive. Voilà, donc le sens dans l'opéra subit l'élasticité du temps quelque part. Et quand si jamais vous êtes arrivé de lire des critiques d'opéra sur des chanteurs, souvent les critiques passent au crible le fait qu'on comprend bien ou l'on comprend mal le chanteur. Et un chanteur est jugé mauvais si on le comprend mal. Voilà, donc la clarté de l'énonciation est quelque chose d'important à l'opéra. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand Carmen chante, Don José, il ne comprend pas qu'elle chante. Il croit qu'elle lui parle et il le lui interdit. Et quand elle danse pour lui, se superpose une autre musique, musique un petit peu de scène, c'est un clairon. On entend sonner un clairon pendant que Carmen est en train de danser, de chanter pour Don José. Et il arrête, il lui dit non, non, stop, arrête-toi, écoute, écoute, il y a le clairon qui sonne. Alors Carmen qui est dans son univers de chant, hein, Carmen elle vit de musique, elle est la musique, elle est la voix incarnée. Se réjouit, ah, mais j'adore la musique, c'est super. Et il lui dit, non, non, mais tu ne m'as pas compris, Carmen, c'est la retraite. Il faut que moi j'aille, je sais plus, enfin, répondre à l'appel. Voilà. Et donc, pour Don José, le clairon, c'est le signal, il faut rentrer à la caserne. C'est une musique qui donne des ordres, alors que la musique de Carmen ne donne pas d'ordre. Donc, vous voyez que dans ce jeu-là, que respecte particulièrement Francesco Rossi, euh, se situe la problématique de la compréhension de la langue et notamment
au travers de l'incompréhension, on dirait presque ontologique, entre Carmen et Don José. Merci Julie de passer à... Voilà. La, la tragédie de Carmen, excuse-moi, la tragédie de Carmen de Peter Brook travaille aussi sur l'opéra, avec, comme je vous l'ai dit, un livret raccourci, une musique réorchestrée et réorganisée, et un mime emblématique du chant. Alors, c'est intéressant parce que là où Rossi euh, ne réussit pas très bien son coup, euh, Peter Brook le réussit fort bien. On sent très bien que les acteurs chanteurs ne chantent pas, c'est évident, et c'est pas un mauvais playback, ça donne une espèce de distance, une espèce de retenue, une espèce de stylisation du jeu. Et finalement, on est vraiment dans la retenue, on est vraiment dans euh, la distance entre le spectateur et les personnages. Prenons Carmen euh, de Godard. Alors, comme je vous l'ai dit, la musique, c'est la musique de Beethoven. Il y a juste une petite habanera. Elle est fredonnée par un petit gros, chauve en peignoir et en savate. Pour vous dire un petit peu le bonhomme, c'est une caricature du bof. Et c'est lui qui va chanter les quelques secondes de la musique de Bizet. Alors, il la chante faux. Au lieu de chanter pam, 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 fait la 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 la, voilà. Donc, il chante ça de manière monstrueusement fausse. On le voit passer devant la caméra. Et voilà. Bon, voilà la référence euh, à Bizet. Et elle est d'autant plus savoureuse que le plan d'après, on a Jean-Pierre Mocky qui est un cinéaste français euh, assez en marge, un cinéma expérimental, revendicateur, qui passe devant la caméra en biais, en oblique, et qui crie y a-t-il un Français dans la salle? Y a-t-il un Français dans la salle? Voilà, donc voilà la référence, si vous voulez, à Bizet de la part de Jean-Luc Godard. Alors, d'autres références à la musique et donc quelque part à l'opéra. La mention au générique d'Alain Sard, donc vous avez écrit Alain Sard, et puis juste en dessous, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Et en même temps que les lettres apparaissent au générique qui monte, ces notes-là sont Do, Dan, Tan, 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 sont jouées au piano. Les propos de l'oncle Jean, donc l'oncle Jean, c'est Godard, c'est lui qui incarne le personnage, sur la musique, sont aussi très irrévérencieux. À un moment donné, il est à l'hôpital. Chaque jour, on essaye de lui faire comprendre qu'on ne peut pas le garder à l'hôpital. On le vient prendre sa température et comme il n'a pas de température, chaque jour, on le menace de le mettre à la porte. Et donc, on est sur une séquence plutôt, où l'infirmière lui demande s'il a pris sa température et il lui répond si vous me mettez le doigt dans le cul, do, ré, mi, fa, sol, là, j'aurai de la température. Voilà un petit peu vous voyez, les propos irrévérencieux de Jean-Luc Godard sur la musique. Mais pour autant, la manière dont il va traiter le quatuor Pratt et les quatuors euh, de Beethoven montre une profonde admiration, une profonde imprégnation de cette musique, mais j'en parlerai d'ici quelques secondes. Le Carmen de Saura, pratiquement pas de musique d'opéra, si ce n'est celle diffusée à partir de magnétophone à bande. Alors, c'est un Revox B77, je l'ai marqué parce que c'est rigolo, parce que les Revox B77 sont des magnétophones qui n'ont pas de haut-parleur, et donc on ne peut pas écouter de la musique. Voilà, il faut relier le Revox à un ampli, à des enceintes. Voilà. Et donc là, c'est pas du tout le cas dans la séquence.
on va Antonio Gades installer sa bande, voilà, mettre en marche l'appareil, et quand on monte l'appareil, on voit qu'il n'est relié à rien du tout. Mais ça pose quand même question parce que finalement, euh, au, au début des années 80, ben, écouter un opéra sur bande et non pas sur cassette, le CD n'existe pas encore, hein, je dis ça aux plus jeunes, le CD n'existe pas, le MP3 encore moins, voilà. Donc écouter un opéra sur une bande, c'est signifier quelque part qu'on écoute sur un objet noble, un objet de très très haute qualité, voilà. Même si la réalité de ce Revox fait qu'il est impossible d'écouter de la musique comme ça. Il aurait fallu qu'il y ait un casque et que le Revox soit branché à une, euh, une chaîne IFI. Voilà. Paco de Lucia qui va reprendre la Segedi en Bouleria. Vous irez voir ça, je pense que c'est le mieux euh, plutôt que je vous le raconte. La tragédie maintenant le film sur le théâtre. Donc, la tragédie de Carmen travaille beaucoup sur l'esthétique désincarnée et réincarnée du corps des chanteurs. Alors, le mieux, c'est que vous allez voir le documentaire, mais je vais vous le dire en deux, trois mots. Voilà. Pour pouvoir permettre aux chanteurs d'être à la fois très impliqués et à la fois très détachés de leur rôle, de ce que leur corps peut donner à voir de leur rôle dramatique, il est fait travailler sur le fait de chanter tout en faisant autre chose. Donc, on chante en tapant à la machine. On chante en mimant qu'on connaît une préposée du téléphone et qu'on branche, comme au début du téléphone, des fils les uns avec les autres. Voilà. Et donc, c'est une manière pour Peter Brook de travailler sur le fait que le corps doit être impliqué, mais en même temps très, très libre par rapport au chant. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, ça donne cet effet très distancé, magnifique du chanteur par rapport à, à l'action. Et ensuite, il y a un passage qui est absolument magnifique sur le même documentaire à partir de la 22e minute et demie. C'est quand il fait travailler les trois Carmen et les trois Don José côte à côte. Finalement, le fait d'avoir trois productions, trois distributions, lui a permis à un moment donné de les faire travailler côte à côte et ça donnait des choses merveilleuses. Donc, plein d'expériences théâtrales. Et quelque part, le film la, porte à la marque de ces expériences théâtrales. Euh, Godard fait aussi référence au théâtre au travers de la tragédie dans un des dialogues entre l'oncle Jean et Carmen. Alors, pour la petite histoire, il y a eu tentative où il y a eu vraiment euh, euh, inceste entre l'oncle et la nièce. Voilà. L'histoire ne le dit pas vraiment. Moi, j'ai lu des avis de personnes qui pensaient que l'inceste avait été consommé, d'autres que c'était borderline, comme on dit. En tout cas, voilà, les rapports entre l'oncle Jean et sa nièce Carmen ne sont pas très francs. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il lui dit, tu as toujours eu des histoires avec elle, avec qui ça demande Carmen, le bord de la mer, avec ta mère, comme la petite Électre. Voilà. Électre, le mot est dit, c'est toi qui ne t'en souviens pas. Je t'ai toujours dit que tu étais doué pour le malheur, comme Électre. Comme ça, comment ça finissait quand il y avait, tu sais, tous les coupables dans un coin, et puis les innocents de l'autre. Toujours sur Godard, je ne l'ai pas mentionné ici, mais le Quatuor Pratt se comporte comme le cœur dans la tragédie antique, dans le sens où il commente l'action, et quelque part aussi, il la coupe un petit peu comme les Euménides, qui coupent les fils de la vie. Le Quatuor coupe l'action, on est en pleine action et d'un seul coup, on a quelques mesures de Beethoven avec le Quatuor Pratt qui joue à l'écran et on repart sous l'action. Et on a comme ça ces coupures euh, tout à fait saisissantes. Film sur la danse maintenant, donc filmer la danse.
Bon, je ne vais pas aller plus loin que ce que j'ai dit, hein. Le Carmen de Saura est un film dansé, et comme le roi danse, Carmen danse. Voilà. La Carmen de Saura ne chante pas, elle danse. C'est le seul élément sur la danse. Filmer le cinéma. Dans le Carmen de Saura, vous avez un duel magnifique. Alors, vous savez que dans le Carmen de Bizet, à un moment donné, euh, le torero Escamillo aimerait bien avoir une aventure avec Carmen, donc il part à la recherche de Carmen. Il trouve l'endroit où elle est en train de se cacher avec Don José et le contrebandier. Et Don José, qui a bien compris qu'il avait là un adversaire, le provoque en duel. Et donc les deux se battent. Et le duel dans le Carmen de Saura est un duel entre deux danseurs. Au début, on voit les corps et on voit les ombres de ces deux danseurs sur le mur. Et petit à petit, les corps vont disparaître, en tout cas devenir de moins en moins importants, et il ne va subsister que les ombres projetées. Euh, voilà une citation de ce que j'appelle moi de la projection cinématographique. J'appelle ça même du fétichisme, une espèce d'adoration du processus de projection. Et c'est vraiment, alors c'est un des rares extraits de Carmen de Saura qui est disponible sur le YouTube. Quand vous cliquerez sur duel masculin, vous tomberez dessus. Et c'est vraiment à voir comme une espèce de coup de chapeau, de fétichisme de la projection cinématographique. Bon, dans le prénom Carmen, Carmen se présente comme travaillant dans le cinéma. Jean-Luc Godard, quelque part, joue son propre rôle. Hein, c'est un cinéaste incompris qui tente de tourner un film. Michaela joue de l'alto dans le quatuor à cordes qui interprète les quatuors de Beethoven, donc il y a un aller-retour. Et quand elle joue, je crois que c'est dans la première occurrence, euh, avec le corps, lui demande le premier violon. Hein, dans un quatuor à cordes, le premier violon, c'est un petit peu le chef d'orchestre, même s'il joue. Et donc, le premier violon demande à l'altiste de jouer avec le corps. Et de suite, immédiatement après, le plan qui suit mentionne avec Marouchka Detmers. Et quand on, on sait le traitement que la caméra va imposer au corps de Marouchka Detmers, on associe les deux. Il faut savoir que Marouchka Detmers n'a pas été la première personne à laquelle Godard s'est adressé pour tenir le rôle de Carmen. Il avait d'abord demandé à Isabelle Adjani. Et puis, Isabelle Adjani a trouvé que les méthodes de travail un petit peu improvisées de Godard ne lui convenaient pas. C'est en tout cas la, la, l'explication qu'elle a donnée. Godard a été un petit peu plus méchant avec elle. Il a pu dire que il voulait que Isabelle Adjani puisse accepter de déchoir un petit peu de son image d'icône, ce qui pour lui n'était pas déchoir, mais qu'elle l'avait pris ainsi, qu'elle l'avait refusé. Voilà. Et quand on voit un petit peu comment Mariuszka Detmers s'est traité dans le film, on voit bien que le corps de la femme, alors pas uniquement le nu, hein, c'est pas finalement la scène de la douche est euh, pas particulièrement dégradante, mais à un moment donné, on voit quand même Mariuszka Detmers se déshabiller et uriner. Voilà, on est dans les années 80. Euh, c'est un film grand public. Euh, c'est pas tout le monde qui fait ça. Merci Julie de pouvoir continuer à scroller. La musique de Beethoven est traitée de manière cinématographique, c'est-à-dire que le quatuor joue, voilà, et puis on va prendre, si vous voulez, voilà, le quatuor joue, et on va prendre un extrait ici, et puis continue à jouer, mais on revient à l'action, et on prend un extrait ici, le quatuor continue à jouer, et on prend un extrait ici, etc., etc. C'est-à-dire que un petit peu comme dans un montage alterné, la musique de Beethoven, non seulement ces interprètes sont montés en alternance, mais la musique elle-même est montée en alternance, c'est-à-dire qu'on coupe, on revient, on coupe, on revient, on coupe, on revient.
et on a un traitement cinématographique de la musique de Godard. Vous avez la citation. Au montage du son, j'ai eu l'impression de sculpter dans le son comme en sculpture, ce qui est un art que je... Non, je suis dessus, Julie, merci, que j'ai un peu méprisé. J'adore cette phrase, que j'ai un peu méprisé longtemps, voilà, parce que je ne le connaissais pas. Mais là, j'ai vu ce que c'était de taper sur un bloc sonore, pour en faire sortir des volumes et des formes. C'est dans les propos de Jean-Luc Godard, dans le bouquin Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard. Dernier point pour le fait que c'est un film sur le cinéma. Ne bouge pas, merci Julie. Prendre Godard au premier degré. Alors, c'est vrai que on dit toujours qu'il faut prendre Godard au deuxième degré, au troisième degré, au quatrième degré, au 36e degré. Euh, Carole Desbarras, qui a été la directrice de la FEMIS, nous propose une autre vision que j'aime bien. Elle nous demande de prendre Godard au premier degré et de nous dire que quand on le voit dans la scène initiale, qu'il le présente dans sa chambre d'hôpital en train de taper partout, il tape, il tape un petit peu partout. Et dans la scène finale, juste avant ce faux tournage qui n'aura pas eu finalement, à nouveau, il tape sur les ustensiles comme c'est une scène de restaurant, il tape les cuillères, les fourchettes, les couteaux, les verres, il passe la main dans les cheveux des gens, il va vérifier comment ils sont habillés, il va vérifier les musiciens, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce fou furieux qui fait ça? Ben, d'après Carole Desbarras, euh, le personnage du cinéaste entre dans le salon où aura lieu la prise d'otage, ce qu'il ne sait pas. Il heurte un verre avec un couteau, passe la main dans les cheveux des gens présents, discute avec les musiciens du quatuor. J'ai un petit peu coupé la situation parce qu'elle détaille tout. Acte incohérent dû à la folie du personnage? Non. Godard se comporte là comme son spectateur devrait le faire. On a dit au personnage qu'il mettrait cet épisode en scène. Il, donc lui, l'oncle Jean-Luc Godard, vérifie donc le son, les accessoires, la tenue des figurants et gère la musique. Voilà, donc c'est bien un film qui parle de cinéma, qui traite du cinéma, en tout cas de la réalisation, tout comme le duel de Saoura évoquait la projection, euh, cette scène de Godard évoque le tournage, le plateau de tournage. Merci Julie pour continuer. Et j'arrive maintenant à l'avant-dernier, à l'avant-dernier, j'espère que c'est l'avant-dernier, je vérifie, excusez-moi. Oui, c'est ça. À l'avant-dernier point de mon propos, nous allons travailler sur l'apparition et les disparitions des quatre Carmen à l'écran. Alors, dans le Carmen de Rossi, euh, Carmen nous est présenté avec la fameuse habanera que tout le monde connaît. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser, etc. Et juste avant qu'elle chante cette fameuse habanera, Carmen est sublimée par deux surcadrages successifs. Le premier, c'est une perspective, hein, c'est un chemin qui monte et elle est dans le chemin. Et on la voit de dos et on la voit ensuite se retournant de manière très provocante. Le second plan, c'est la porte dans un mur qui sépare la campagne et la ville, porte par laquelle passe Carmen et qui la surcadre. Euh, vous lirez le texte, mais en fait, bon, le jeu extraordinaire de Julia Migenes Johnson renvoie quelque part, même si les couleurs ne sont pas là, à la description que fait Mérimée de Carmen quand c'est Don José qui raconte comment la première fois il a croisé Carmen. Du moment que Carmen a franchi la porte, on est sur un long plan séquence, comme s'il était impossible de couper Carmen, comme s'il était impossible de couper la habanera.
on change pas d'axe, voilà. On suit le déplacement de Carmen au milieu d'une espèce de cour. Elle s'adresse à des gens, à des hommes, à des femmes, à des couples, à des vieux, à des soldats. Elle leur chante le manifeste de la liberté et la caméra ne coupe à aucun moment. On est sur, excusez-moi, un très long plan séquence. Merci Julie de... Voilà. Alors l'apparition de Carmen chez Peter Brook, c'est là où je vous ai donné des extraits d'images. Alors, c'est une interprétation qui est la mienne. Franchement, je peux vous dire que je ne l'ai jamais rencontrée nulle part. Donc, je vous la livre. Ce sont les premières images. Il faut savoir que c'est Carmen qui est sous cette couverture. Euh, Elle apparaîtra très tardivement. De temps en temps, elle sort une main, comme vous le voyez avec la fameuse carte, mais elle va sortir très, très, très tardivement de cette couverture. Don José passe plusieurs fois devant elle, elle ne sort pas. Michaela arrive, lui demande son chemin, elle ne sort pas. Voilà, elle reste enfermée dans cette figure qui évoque pour moi le sexe féminin. Alors, je sais bien que ce n'est que très très récemment qu'on a pu proposer l'anatomie entière du sexe féminin et notamment montrer que le fameux clitoris n'était pas un petit bouton ou une petite fleur à un endroit, mais que c'était quelque chose de beaucoup plus volumineux et qui avait une forme triangulaire. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, au moment où est tournée la tragédie de Carmen, personne n'est incapable d'appréhender le sexe féminin tel que nous pouvons l'appréhender aujourd'hui grâce aux découvertes biologiques. Et c'est pour ça que je me suis permis de vous le montrer, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui figure le sexe féminin. Alors, on n'est pas dans l'érotisme, on n'est pas non plus dans le plan X. On pourrait dire, ouais, c'est un gros plan de sexe féminin, c'est du porno qui se cache. Non, non, pas du tout. Pour moi, Carmen naît de la femme. Voilà. Elle est femme, elle naît de la femme. Il y a une espèce de naissance comme ça, un petit peu surnaturelle. Tout le monde naît du sexe d'une femme, bien sûr, mais le représenter de manière symbolique change beaucoup de choses. Et voilà, pour moi, c'est cette idée-là que la Carmen de Peter Brook euh, naît du sexe féminin, au sens propre comme au sens figuré. Euh, deux, deux éléments sont particulièrement importants dans cette naissance. C'est le fait d'abord qu'elle montre la carte du soleil, qui est une carte qui annonce le bonheur, et ensuite qu'elle dessine sur le sol avec une ficelle, un omoplate, je pense que c'est un omoplate pas de quoi, d'agneau peut-être, enfin, c'est pas un omoplate géant. C'est cette espèce de triangle qui est en bas à droite de l'image, la carte, la plume. Voilà, c'est une sorcière, hein, une liseuse de bonne aventure, c'est une sorcière. Et donc, c'est ainsi que nous apparaît la Carmen de Peter Brook. Euh, Avançons, Julie, je vous prie, euh, pour voir un petit peu la Carmen de Saura. Alors, la Carmen de Saura, elle est découverte par Antonio, qui cherche sa Carmen, voilà. Il veut monter un ballet Carmen et il cherche une danseuse qui va pouvoir incarner Carmen. Et donc, il se rend dans un studio de flamenca, voir une séance d'entraînement. Et on a là aussi un très, très, très long panoramique euh, sur une musique flamenca de Castagnette. On voit des dizaines de filles qui dansent, qui tournent, qui se cambrent, qui ont le regard des femmes qui dansent le flamenco, etc.
Et on a la seule citation que l'on a à ce moment-là, c'est celle de Mérimée, parce qu'en effet, Antonio a repéré une femme qui lui paraît sortir de l'ordinaire. Et voilà ce qu'il dit en voix off. D'abord, elle ne me plaît pas, mais elle, suivant l'usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on les appelle et qui viennent quand on ne les appelle pas, s'arrêta devant moi. Alors en fait, elle ne s'arrête pas devant lui, mais tout comme dans la Carmen de Rossi, la séquence est dans un très 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 long plan séquence en panoramique et le panoramique aboutit sur les yeux d'Antonio. Voilà comment la Carmen de Saura est présentée. La Carmen de Godard, je t'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais je développe davantage ici. La référence, c'est toujours le cinéma. Et la référence qui est faite par Jean-Luc Godard est celle faite à Carmen Jones de Otto Preminger, parce que le premier dialogue que Carmen va avoir avec Joseph est celui-ci. Elle lui dit: t'as déjà oublié ce que je t'ai dit? Lui: non, quoi? Ben, dans ce film américain, quand elle disait If I love you, that's the end of you. C'est bien ce que chante Carmen Jones. Et donc la référence est cinématographique et renvoie au film de Preminger. Quant à la référence d'Electre, je vous en ai parlé tout à l'heure en page 17. Merci Julie de passer à la page suivante. Maintenant, les disparitions. Alors, la disparition de Carmen est tragique puisque c'est Don José qui la tue. Excusez-moi, la voix est passée. Chez Rossi, on se trouve devant les arènes, à l'extérieur de l'enceinte des arènes, où se trouve une corrida, et pendant que Escamillo tue très certainement un taureau, Don José, après avoir tenté de convaincre Carmen de renoncer à sa liberté pour lui, ce qu'elle refuse, la tue de plusieurs coups de couteau, la laisse morte et avant de déclarer son meurtre au spectateur, les dernières paroles chantées sont celles de Don José. On va dire que c'est quelque chose de tout à fait traditionnel. Chez Peter Brook, le traitement cinématographique est beaucoup plus élaboré et beaucoup plus euh, poignant, je trouve. Euh, alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Tout à l'heure, quand je vous ai présenté l'apparition de Carmen, je n'ai pas mentionné ceci. Euh, Pendant qu'on voit cette espèce de couverture qui, pour moi, symbolise un sexe féminin, on a une musique de Bizet, qui est très particulière. C'est ce qu'on appelle l'air des cartes. Euh, la 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 la. La 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 la. La 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 la. En vain tu tireras, en vain tu tireras les cartes, chante l'air quand il est dans la version opératique. Si tu as tiré la mort, eh ben, tu auras beau tirer 10 fois, 20 fois, à chaque fois tu tireras la mort. Alors, pourquoi? Parce que à un moment donné, dans l'opéra de Bizet, Carmen euh, tire les cartes avec ses camarades gitanes et l'une a de bons présages, l'autre a de bons présages et Carmen a tiré la mort. Et si vous voulez, bien sûr qu'il faut connaître l'opéra, mais quand on connaît l'opéra et qu'on se trouve en situation de voir la tragédie de Carmen de Peter Brook, on, on reconnaît immédiatement cette air et donc Carmen, la première fois qu'on la voit sous sa couverture, elle est déjà désignée comme celle qui va mourir. Voilà. Et la séquence, excuse-moi, la séquence de la mort, la séquence de la disparition, on a à nouveau comme musique, je vous l'ai mis, l'air des cartes au violoncelle solo. Le violoncelle solo, c'est très grave, c'est très retenu, il n'y a pas d'instrument qui accompagne. On est dans quelque chose presque d'intime et de grave. Voilà. Euh, la séquence est filmée en plongée, mais en plongée vraiment
presque verticale. Je pense qu'on doit être à 90 degrés, on doit être à 80 degrés environ. Ou à 100 degrés si on passe de l'autre côté des 90. Carmen suit Don José, c'est lui qui marche, elle le suit avant de se pencher, de prendre du sable dans sa main et de s'agenouiller. Don José la rejoint, il s'agenouille près d'elle, et dès que le violoncelle a terminé la dernière phrase de l'air, sur toujours la mort, pam, 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 il sort un couteau et il la poignarde dans le dos, sans un mot. Elle-même ne crie pas. C'est d'un silence redoutable. Et il lève les yeux vers la caméra, regard caméra, caméra qui monte lentement, travelling arrière ascendant. Voilà. Et pendant que la caméra s'éloigne, monte euh, vers le ciel, on a des percussions euh, qui ont euh, qui se sont succédés, qui ont succédé plutôt au violoncelle, et les percussions renvoient à Dionysos. Il est évident que nous avons là une mort digne de la tragédie grecque. Dernière disparition, ou avant-dernière disparition, je ne sais plus, chez Godard. Alors, toujours et encore le cinéma, cette fameuse salle de restaurant où les quatre protagonistes du film se retrouvent réunis, mais pour des motifs divergents. Alors, Carmen et ses amis, je vous l'ai dit, ils viennent faire un rapt. Joseph, lui, est présent, il va essayer de récupérer Carmen. L'oncle Jean, lui, il croit tourner un film. Et le quatuor, Pratt, pense avoir enfin obtenu un contrat pour se produire. Et donc, le rapt a lieu. Il déclenche une fusillade tout à fait burlesque. On est dans un cinéma burlesque. Joseph poursuit et rattrape Carmen dans les escaliers. Et il va les tuer en hors-champ, oui, en hors-champ, sous le regard de l'inspecteur de police. Seul le son d'un coup de feu nous indique qu'il a tué Carmen. Vous savez que Godard est spécialiste de ce genre de choses. C'est le son qui vous indique ce qui se passe alors que l'image montre tout à fait autre chose. Euh, le plan suivant, est-elle morte? Non, elle n'est pas morte de suite. Le plan suivant nous montre la main de Carmen sur l'épaule de Joseph. Lui, il est embarqué par la police et laisse Carmen sur place. Le plan suivant nous montre Carmen blessée mais encore vivante et qui regarde les lustres de l'hôtel. Et là, je trouve qu'il y a à nouveau un fétichisme de la projection de l'opéra qui est absolument remarquable et poétique. Vraiment du grand Jean-Luc Godard. Elle regarde les lustres de l'hôtel. Ces lustres sont allumés. Il y a donc la lumière, c'est la lumière, c'est le projecteur quelque part. Et le plan suivant, il est presque en contre-champ. Vous avez Carmen et un serveur qui sont dans un cadre dont le bord est tout à fait noir et vous avez le fond. On a vraiment l'impression d'avoir un écran. Alors, on est au cinéma et on assiste à la mort de Carmen au cinéma. On a une projection de la mort de Carmen dans la projection du film, ou plutôt on a une projection de la mort de Carmen dans le film. Tout ça étant bien sûr au niveau du symbole. Et Carmen finit par mourir couchée sur le sol en parlant avec le serveur. Et on a, pour terminer, un dernier plan, c'est un plan de bord de mer, tout comme on avait eu un plan de bord de mer à la situation initiale, cinéma et tragédie antique. Voilà pour la, la présentation, le parcours de ces quatre Carmen. Je vais terminer dans 2 minutes. Je pose une dernière question sur le fait que les quatre Carmen sont-elles le reflet d'une époque patriarcale? Alors, si vous êtes au courant de ce qui se passe dans la vie du cinéma, et notamment dans le cinéma français,
vous n'avez pu qu'être interpellé l'an dernier lors de la remise des Césars, et vous ne pouvez être qu'interpellé par notamment le mouvement MeToo et le fait que les femmes prennent la parole, libèrent la parole et revendiquent le droit d'exister, le droit d'être les égales des hommes, et notamment condamnent une, une civilisation, une société, c'est plutôt une civilisation, en tout cas une représentation euh, du rapport entre les sexes comme étant quelque chose qui est dominé par le patriarcat. Alors, je ne l'ai pas mis ici, mais euh, il faut savoir que euh, Carmen, Carmen arrive au 19e siècle. Tout le monde a oublié Tite-Live, et puis Tite-Live, c'est pas vraiment l'histoire de Carmen, c'est quelque part une sorte de modèle de présentation dont l'érudit Prosper Mérimée s'est inspiré pour introduire sa nouvelle, mais ensuite, il n'y a plus aucun lien entre lui, entre la nouvelle Carmen et Tite-Live et l'histoire de la fondation de Rome, aucun lien. Si ce n'est que il y a cet épisode initial qui est commun aux deux, et que Carmenta se retrouve en Carmencita, la chanteuse. La chanteuse chez Bizet, parce que chez Mérimée, elle n'est pas encore chanteuse. Elle est peut-être danseuse, mais elle est surtout voleuse, tireuse de cartes et contrebandière. Mais avant ce personnage-là, il y a eu un personnage qui a beaucoup irrigué l'imaginaire européen, occidental, on va dire. C'est le personnage de Don Juan, le séducteur. Et quelque part, si vous voulez, déjà, Carmen est une réponse, on va dire, féministe, féminine peut-être, même si elle est l'œuvre d'homme, au séducteur. Le séducteur est né chez Tirso de Molina, au travers de nouvelles. Il faut savoir que Mérimée a écrit un Don Juan, Don Juan aux Enfers, et que très souvent, dans le même livre, qui met côte à côte plusieurs nouvelles, on a Don Juan aux Enfers et l'inénarrable Colomba et Carmen. Donc, le séducteur a été une figure très présente au XVIIe, XVIIIe siècle. Vous connaissez tous, j'imagine, vous avez entendu parler du Don Giovanni de Mozart, le Don Juan de Molière. Et donc, ce séducteur irrigue un petit peu l'imaginaire. La séduction est masculine. Et il faut attendre le XIXe siècle pour que la séduction soit féminine. Donc, quelque part, Carmen, déjà, même si elle est l'œuvre de créateurs masculins, euh, ébranle pas mal l'imaginaire collectif. La, la séduction devient féminine. Il faut savoir que lors de la création de Carmen à l'Opéra Comique, alors qu'est-ce qui est venu voir Carmen à l'Opéra Comique? C'est la bourgeoisie parisienne. Hein. Bon, mais les maris, beaucoup de maris avaient refusé que leur épouse les accompagne. Voilà, ils trouvaient indécent. Peut-être avaient-ils peur que leur femme, euh, comment dirais-je, mère et ménagère, n'ait de mauvaises idées. Et donc, il est hors de question qu'elles aillent voir Carmen. Voilà, pour vous dire à quel point, au moment de la création, la figure de Carmen était sulfureuse. Il n'en reste pas moins que elle meurt, et elle meurt des coups de son amant, ce qui à l'heure d'aujourd'hui, et vous le savez plus particulièrement en France, est un fléau que ne cesse de dénoncer, et elles ont raison de le faire, euh, des mouvements de femmes, et parfois aussi des hommes. Euh, et je pense que là, il faut manier un petit peu les choses avec nuance, si vous me permettez. D'un côté, il est absolument abject et recevable. Enfin, je, 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 il m'arrive d'avoir honte d'être un homme quand j'apprends qu'une énième
femme a été victime d'un homme, euh, je, je, je suis meurtri dans mon identité. Autant pour Carmen, je pense qu'il ne s'agit pas exactement de la même chose. Carmen est une figure tragique. Elle sait qu'elle va mourir. Le fait de le savoir ne la plonge pas dans la prostration, ne fait pas d'elle une femme qui va se lamenter. Au contraire, elle va vivre à 200, 300, 400% sa vie et peu importe comment elle mourra. Alors, il est évident, oui, c'est vrai, elle meurt, c'est factuel, de la main d'un homme, et ce n'est pas un accident, et c'est son amant. Donc excusez-moi le terme, c'est dégueulasse. Mais en même temps, si on le voit comme ça, je pense qu'on passe à côté de la réalité des choses. Elle meurt parce que c'est écrit qu'elle devait mourir et qu'elle devait mourir de manière tragique. Euh, Finalement, Don José n'est que le bras armé du destin. Et d'ailleurs, quand on compare les deux, quand on compare Don José et Carmen, Don José n'est pas du tout un être tragique. Euh, c'est un faible, c'est un lâche. Il assume rien. Il s'est battu dans son village. Il a peut-être tué déjà dans son village et puis il s'enfuit. Euh, il, il va à l'autre bout du pays. Il se fait enrôler dans l'armée. Voilà. Euh, il n'assume pas son destin. Euh, Carmen assume son destin. Elle est une figure tragique et c'est pas pour rien que elle reste, même si elle meurt de la main d'un homme, elle reste une figure féminine, féministe. Euh, je reviens un petit peu à. Alors, il n'en demeure pas, excusez-moi, il n'en demeure pas moins que, et c'est comme ça que je conclus l'écrit, que c'est une vision masculine, et on pourrait se demander ce que pourraient inventer des femmes en matière de figures de séduction. Alors, je vous renvoie, je vais terminer par ceci, je vous renvoie au Château des Désertes, qui est un roman de George Sand. Euh, George Sand figure. Bon, vous pouvez couper, Julie, et remettre mon visage, puisqu'il n'y a plus d'écrit. Merci beaucoup. George Sand, qui est quelqu'un à la fois créateur, créatrice et féministe, c'est bien le personnage de George Sand. Et dans son roman Le Château des Désertes, à la fois elle explore une théorie du théâtre, du jeu d'acteur, mais surtout elle raconte l'histoire d'une troupe de théâtre qui joue Don Juan. Alors je ne sais plus si c'est Don Juan ou Don Giovanni. Mais je vais dire Don Juan, je vais le dire à la française. Et la troupe donc, joue Don Giovanni, Don Juan plutôt, et il y a une règle qui est établie. Euh, L'acteur qui joue Don Juan, il ne doit pas être amoureux. Si jamais, attention, hein, on rigole pas avec ça, si jamais il tombe amoureux d'une des filles de la troupe, d'une des actrices, on lui retire le rôle et on donne le rôle de Don Juan à un autre acteur. Voilà. Et donc, à un moment donné, l'histoire montre que le rôle de Don Juan passe d'homme en homme. Et je trouve cette vision de la femme, George Sand, très, très intéressante, puisque finalement, euh, elle reprend, elle, le thème du séducteur et non pas de la séductrice. Elle travaille sur Don Juan et non pas sur Carmen, mais elle montre très bien que finalement, le séducteur, avec une règle comme celle-ci, il peut être victime de ses sentiments et finalement, c'est les femmes qui ont le pouvoir. Dans le château des désertes, c'est les femmes qui ont le pouvoir parce que si jamais Don Juan, en tout cas l'acteur qui joue Don Juan, tombe amoureux de l'une d'elles, il se voit retirer le rôle. Et donc, quelque part, la séduction a, a changé de camp. Je trouve que c'est une belle tentative de renversement de la situation et qui prouve que quand une femme est créatrice et qu'elle a le talent des créateurs, elle, elle peut proposer des versions alternatives à celles qui sont les plus courantes. Je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition si jamais vous aviez des questions.
Merci beaucoup, Bruno.